Alors Gilles Cavreul, vous êtes né en 1973 dans une famille en partie d'origine grecque. Après avoir étudié la sociologie politique à Sciences Po Paris, et travaillé en particulier sur les extrémismes politiques, vous avez intégré l'École nationale d'administration en 1988 et vous avez choisi, au sein de l'ENA, la préfectorale. Vous avez commencé votre carrière en préfecture, d'abord dans la préfecture du Gard comme directeur de cabinet, puis la préfecture des Hauts-de-Seine comme sous-préfet chargé de la politique de la ville. En 2004, vous avez rejoint l'inspection générale des finances pour sa mobilité, puis vous avez occupé le poste de directeur financier adjoint de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. De 2007 à 2012, vous avez été en charge de la gestion du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires au ministère de l'Intérieur. En mai 2012, après l'élection de François Hollande, vous rejoignez le cabinet du président de la République à l'Élysée comme conseiller chargé des affaires territoriales, puis des affaires intérieures à partir de l'été 2013. Et en décembre 2014, vous êtes nommé donc délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme auprès du Premier ministre Manuel Valls. Vous quittez vos fonctions à sa demande le 15 mai 2017. Vous vous consacrez depuis notamment à l'écriture et à la création d'un futur think tank dont vous parlerez peut-être dans votre discours, et vous venez d'ailleurs de vous voir confier une mission sur la laïcité par l'actuel ministre de l'Intérieur. Madame la maire de Paris, Monsieur le Premier ministre, cher Manuel Valls, Monsieur le ministre d'État, Messieurs les anciens ministres, Mesdames les parlementaires, Monsieur le Président du Comité Laïcité République, cher Patrick, Monsieur le Président du jury, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs les membres présidents d'associations, membres de ces associations, chers amis. Je ressens beaucoup de fierté et de gratitude en me retrouvant devant vous. Fierté parce que le jury me place dans une lignée de femmes et d'hommes que j'admire. Certains sont même devenus des amis. Chère Caroline. Gratitude aussi parce que vous avez bien voulu distinguer à travers moi une action, celle que j'ai conduite à la tête de la DILCRA. Et cela a été possible parce que 3 personnes, 3 hommes d'État qui ont été successivement mes patrons, c'est comme ça que la vie est faite, en tout cas la mienne, m'ont fait confiance et m'ont donné cette responsabilité. Il s'agit de François Hollande, que j'ai servi pendant 2 ans et demi à la présidence de la République, de Manuel Valls, qui a voulu faire de la DILCRA ce qu'elle est, parce qu'il a anticipé mieux que d'autres ce qui allait advenir, et de Bernard Cazeneuve, qui a été dans cette action d'un engagement total. C'est une grande chance qui m'a été donnée de travailler avec ces 3 hommes d'État. Ils savent ma reconnaissance et ma fidélité. Je salue l'engagement et la fermeté des convictions de toujours du Comité Laïcité République et de son président, Patrick Kessel, cher ami. Je salue et je remercie Anne Hidalgo qui nous a quittés pour son accueil, car Anne Hidalgo n'a jamais manqué au combat antiraciste, à la lutte contre l'antisémitisme, à la lutte contre l'homophobie et à la défense de la laïcité, toutes valeurs pour lesquelles les associations qui se trouvent ici ont toujours trouvé une partenaire fidèle. Je vois que le président du Printemps républicain est un peu en retard, ça ne m'étonne pas de lui. Dans mes fonctions, j'en ai fait tôt l'expérience. On ne combat pas le racisme, ni l'antisémitisme, ni d'ailleurs le sexisme, ni l'homophobie, si on ne comprend pas ce qui se joue en France aujourd'hui autour de la laïcité. Ce qui se joue en France autour de la laïcité, mais qui au fond se joue partout dans le monde, dans des termes et dans des histoires qui sont différentes, et notamment dans les autres démocraties occidentales, à savoir la montée en puissance des passions identitaires, non seulement dans l'espace public, ça la cause est déjà entendue, mais dans pratiquement toutes les dimensions de la vie collective. J'ai parlé de tenaille identitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que pour certains,
l'aune de la politique, ce n'est plus ce que l'on dit ni ce que l'on pense, mais ce que l'on est, et que les convictions se confondent tout entières avec les origines. Or, les entrepreneurs identitaires ne sont plus seulement là où on a l'habitude de les voir, c'est-à-dire à l'extrême droite ou à la droite extrême. Ils sont aussi désormais solidement établis dans une partie de la gauche et de l'extrême gauche. Et des deux côtés, par des efforts certes opposés, mais conjoints, ainsi qu'une tenaille, ils réduisent petit à petit l'espace démocratique et républicain et remplacent la délibération collective par les revendications particulières. Nul besoin d'expliquer longuement ici en quoi, non le fait religieux lui-même, mais son utilisation politique joue un rôle déterminant dans ce processus d'étouffement. Car ce sont avec les mots mêmes de la démocratie libérale, la liberté de conscience, la lutte contre les discriminations, le respect des cultures, bien sûr l'aspiration à l'égalité, ce sont avec ces mots que la revendication identitaire s'exprime et c'est comme cela et par cela qu'elle progresse. Et donc nul besoin non plus de rappeler pourquoi la laïcité est si importante pour objecter, répondre et faire pièce à cette double offensive. Elle est en vérité à la croisée de tous les combats républicains. La lutte contre le racisme et l'antisémitisme, évidemment, la liberté des femmes, l'émancipation des plus défavorisés, la défense du primat de la raison sur la croyance, la liberté sexuelle. La laïcité, c'est aussi le droit au blasphème et à la caricature, sans laquelle aucune imposture ne serait jamais dénoncée, celle des Tartuffes ou de leurs ombrageux attachés de presse. Et je voudrais, s'il vous plaît, Caroline, dû ta modestie en souffrir, que tu sois applaudie une seconde fois, car c'est toi qui avais raison avant tout le monde et qui a dû subir des attaques. Et j'aimerais que ceux qui t'ont attaqué aient aujourd'hui le courage et la lucidité de te faire les excuses qu'ils te doivent. La laïcité, tu le dirais toi-même, est aussi devenue un sport de combat. J'ai pris ma part, comme nombre d'entre nous ici, comme nombre de militants politiques, associatifs, syndicaux, de fonctionnaires de terrain, ces premières lignes de la République, auxquelles je veux rendre ici un hommage qu'à mon avis on ne leur rend pas assez. Enfin, si, ici on leur rend. Mais au quotidien, dans la vie de notre République, peut-être pas. Eux que j'ai rencontrés durant mes journées dans des collèges, des centres sociaux, dans des mairies annexes, un peu partout en France. C'est en grande partie grâce à eux que la société ne s'est pas déchirée après les attentats, grâce à eux que malgré la progression de l'islam radical, malgré le niveau toujours très élevé du Front National, et c'est comme si on avait déjà oublié qu'il y a quelques mois, le Front National était au deuxième tour, que 10 600 000 voix se sont portées sur sa candidate, malgré une prestation restée dans les mémoires. Malgré le dégagisme ambiant, la France a tenu bon et ne s'est pas égarée dans des populismes qui, ailleurs dans le monde, ont considérablement progressé. Nous le devons à ces soldats de la République. Le combat est rude, il est parfois violent, mais il faut s'y faire. Nous n'en sommes qu'au début. Et puisqu'il faut le livrer, ce combat, n'ayons pas peur de dire qu'un immense travail nous attend si nous voulons desserrer l'étau. Les identitaires ont ciblé la jeunesse et y ont conquis des parts d'audience. Or nous avons aussi des choses à dire à la jeunesse. Nous avons aussi à nous adresser aux classes populaires, à ces territoires qui décrochent, à leurs habitants qui font l'expérience du déclassement et qui se sentent ignorés, méprisés, pas écoutés. Nous sommes à un moment décisif, celui où les classes moyennes intégrées sont à leur tour gagnées par le ressentiment contre les élites et donc tentées par des solutions radicales. La gestuelle, la symbolique sont importantes nécessaires à la République, importantes, décisives même, mais elles ne sont jamais suffisantes. Il faudra des actes concrets, c'est-à-dire des politiques publiques, appuyées par de la présence humaine. Car à force de rationalisation des cartes et d'optimisation des services, la modernité managériale finira par nous coûter beaucoup plus cher que ce qu'elle prétend nous rapporter. Cela aussi, les identitaires l'ont bien compris, de l'aide aux devoirs à l'aide sociale de proximité, ils savent se rendre maîtres des fins d'après-midi et des dimanches désœuvrés. Il faut enfin que l'État s'engage, l'État et plus largement tous ceux qui concourent à l'exercice de la puissance publique, car eux seuls possèdent l'effet d'entraînement et de mobilisation propre à mettre toute la société en mouvement. Alors certains s'en offusquent, et j'ai moi-même enduré ce reproche, qui réclame à l'État d'être neutre
Alors Clémenceau, comme souvent, avait flairé le piège tendu par ceux qui veulent interdire à l'État de s'aventurer sur le terrain des valeurs. Et nous retrouvons la laïcité au cœur du sujet, je le cite. « Aux grandes questions que tôt ou tard l'homme se pose, écrit Clémenceau, c'est le catéchisme seul qui répond. Et pendant ce temps, l'instituteur, humilié, confiné dans sa fonction de machine, enseigne l'orthographe et la règle du participe passé. » Je crois que, prolongeant Clémenceau, Jacques Julliard avait une très belle formule. Il avait dit « Les instituteurs ne sont pas des professeurs de syntaxe, ce sont des professeurs d'humanité ». Ainsi donc serait l'État neutre dans le désir de certains. Un État interdit de parole, de pensée et de conviction, réduit à l'application mécaniste de normes impersonnelles et comme incréées, puisqu'elles sont supposées ne jamais avoir été le fruit d'une prise de position, d'un point de vue sur les choses. Mais ça, ce n'est pas l'État neutre. Ça, c'est l'État neutralisé. Un tel État conviendrait bien à ceux qui ont renoncé à la vie en commun. Il serait en revanche le notaire parfait de la coexistence des communautés réduites aux acquêts. Il aurait même soin de promouvoir la laïcité, oui, cette conviction parmi les autres, voire de temps en temps de rendre un hommage hypocrite à cette culture particulière qu'on appelle l'universalisme. C'est l'État soliveau, celui de la fable. Mais les grenouilles dans la fable se lassent du soliveau et finissent par le chasser. Et qu'est-ce qui leur vient ? Il leur vient une grue qui les dévore. Voilà l'analyse politique de La Fontaine que je fais mienne. Au contraire, n'ayons pas peur d'assumer nos convictions. L'engagement, ce n'est pas l'esprit de parti. Au demeurant, celui dont je parle d'engagement est largement transpartisan, et cela a été dit tout à l'heure par Patrick. Nous serons toujours critiqués pour cela par nos adversaires, mais c'est plutôt bon signe. Car dans le même temps, j'en suis convaincu, il existe une attente de République dans le pays. La République, les Français y sont très majoritairement et très profondément attachés. Et je l'ai mesuré combien de fois dans mes déplacements. Ils la gratifient d'un amour exigeant. Ils le font sèchement savoir quand elles les oublient. Ont-ils tort pour autant ? Travaillons plutôt à la leur rendre, la République qu'ils attendent. Je vous laisse sur une phrase pleine d'espoir de Bernanos, Georges Bernanos. Ce monarchiste anti-Dreyfusard qui a évolué vers la résistance et renié l'antisémitisme, c'est-à-dire qu'il avait écouté Gide disant « il faut suivre sa pente, mais en la remontant ». Voilà ce que Bernanos écrivait en 1943. Il était parti en exil au Brésil. Je suis entré dans la nuit française, mais je sais bien qu'en allant courageusement jusqu'au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. Je vous remercie.